En manchette, Hydro-Québec installera une nouvelle ligne entre la Côte-Nord et Saguenay. Gérard Bouchard dénonce le populisme et le cynisme. Bonjour et bienvenue à ce premier Web Journal. Hydro-Québec prépare son nouveau projet Miquois-Saguenay, une ligne de transport d'électricité entre la Côte-Nord et le Saguenay. Hier, à Saint-Honoré, se tenait la première rencontre d'information pour que la population puisse bien comprendre les enjeux du projet. Un reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu. Ce sont 735 kV de lignes électriques qui s'étaleront sur 265 km qui sont prévus par le projet Miquois-Saguenay. Hydro-Québec propose 2 tracés pour les lignes de transport, un nord et un sud. Au total, jusqu'à 500 pylônes seront érigés entre le poste de Miquois sur la Côte-Nord et le poste CEPAL à Jonquière. En fait, on cherche le meilleur projet possible. On cherche un consensus dans la région. C'est certain qu'on est conscient qu'il n'y a pas de projet sans impact. Par contre, le but de consulter les gens, c'est vraiment de prendre en considération les préoccupations, les commentaires qui nous ont soulevés. C'est une consommation grandissante et un manque de fiabilité du réseau qui pousse la société d'État à investir 650 millions dans ce projet. Les citoyens venus s'informer s'inquiétaient surtout par rapport à leur lot à bois, leur résidence ou les champs électromagnétiques. Une quinzaine d'experts d'Hydro-Québec ont toutefois rassuré la population sur le déroulement du projet et ses impacts. Non, je ne suis pas touché. On va me dire le Robillard, ça va pas assez proche, mais on n'a pas d'impact direct, là. On n'a pas d'impact direct. D'autres ont par contre un sentiment beaucoup plus amer. Ils sont venus pour nous vendre le salaire. Mais je ne suis pas sûr qu'ils prennent bien en note. Je n'ai pas vu personne prendre des notes et dire, regarde, là, celui-là, il nous a parlé des milieux humides puis il trouve que c'est important. D'abord, ils ont tous les droits Hydro-Québec. 2 autres consultations sont prévues ce soir à Jonquière et demain à Saint-Ambroise. Le projet sera ensuite soumis au Bureau des audiences publiques sur l'environnement et le dépôt de l'étude d'impact est prévu en 2018. Une fois les consultations terminées, Hydro-Québec choisira le trajet le plus optimal. Les travaux devraient commencer en 2019 et se terminer en 2022. Rosalie Dumais-Beaulieu, ATM Nouvelles, Saint-Honoré. La conseillère municipale de Chibcha, Julie Dufour, a finalement eu gain de cause dans le dossier de la nomination du vérificateur général. Après 18 mois de persévérance, un projet de loi sera bientôt déposé par le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux. Ma collègue Charlène Lavoie s'est entretenue avec elle plus tôt ce matin. Bonjour, Mme Dufour. Bonjour. Je veux savoir à quel point vous étiez satisfaite de votre victoire, parce que vous avez vraiment une victoire sur toute la ligne. C'est une grande victoire pour Saguenay, mais aussi pour le Québec au complet. Si on se rappelle un peu le dossier du vérificateur général qui perdure depuis maintenant 18 mois à Saguenay, il y a quand même eu une ascension, tout ça. À un moment donné, même 3 mises en demeure que j'ai envoyées à la ville, à l'ancienne vérificatrice générale, à la vérificatrice générale adjointe. Et là, aujourd'hui, ce qu'on comprend après tout ça, c'est que le ministre décide de nommer, en tout cas, il y a une nomination d'un vérificateur général qui est indépendant à Saguenay. Et le premier ministre s'est engagé définitivement à changer la loi de la prochaine session parlementaire pour éviter ce genre de choses. Et justement, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Comme le ministre l'a dit, puis le premier ministre l'a annoncé, c'est sûr qu'il y a des engagements pour faire des amendements à la loi. Donc, on a vécu quand même beaucoup de problèmes à Saguenay, dont, entre autres, l'indépendance du vérificateur général. Il faut être conscient qu'un vérificateur général dans une ville de 100 000 habitants et plus, c'est un indicateur de saine gestion. C'est lui qui dit à la population qui paye ses taxes, est-ce que l'argent de vos taxes a été bien utilisé? Est-ce que c'est efficient, nos méthodes? Il ne faut pas voir un vérificateur général comme une police, mais bien un indicateur de vous faites bien les choses ou il y a des choses à améliorer dans votre gestion. Le cynisme populaire est extrêmement grand à l'heure actuelle au Québec au niveau des visages politiques. Donc, cette fonction-là de vérificateur général est hautement importante pour retrouver la crédibilité en nos institutions et en nos politiciens. Le protéger de toute indépendance, avoir une nomination qui suit un processus transparent pour lequel les citoyens sont capables de comprendre, oui, c'est vrai, le maire n'a pas choisi son ami. On n'a pas choisi qu'on préférait. Pour faire une image simple, c'est un peu comme si la souris choisissait le chat. Donc, il faut que la souris montre que le chat, c'est le meilleur chat. Donc, les amendements qui seront proposés là, à la prochaine commission parlementaire, je ne les connais pas. C'est sûr que c'est le Parti libéral qui va mener tout ça. Mais moi, c'est clair que pour moi, là, je vais envoyer mon nom pour être entendu en commission parlementaire. Et vous allez participer à la prochaine commission parlementaire? Bien, je vais donner mon nom et oui, j'espère être entendue. Je suis à la rédaction de mémoire là, que je commence très brièvement. On s'entend que j'ai beaucoup d'informations à leur divulguer.
Mais entre autres, pour moi, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un processus qui soit très clair pour nommer. Il faut que son indépendance, qu'il n'y ait aucune ingérence politique ni même administrative dans le rôle du vérificateur général. Si on se rappelle à Saguenay, même Mme Zampieri avait dit avoir subi de l'influence politique pour ne pas faire mal paraître le maire. Donc, il y a plusieurs amendements pour clarifier la loi, pour protéger nos institutions qu'on est capable de rajouter. Et vous rédigez présentement un dépôt de mémoire. Il va être question de quoi dedans à votre position? Bien, c'est un peu ce que je dis, c'est d'ajuster la loi pour s'assurer qu'il y ait des processus, pour s'assurer est-ce que le 2/3, puis ma position n'est pas très campée, mais j'espère qu'il va y avoir un consensus, puis il y a plusieurs personnes aussi qui vont être entendues en commission parlementaire. Donc, est-ce que le 2/3 des voix, c'est vraiment quelque chose qu'on peut améliorer au niveau du municipal? Est-ce qu'on peut exiger un processus? Est-ce que de l'afficher de façon publiquement? Est-ce que le vérificateur général du Québec peut être un peu une espèce de partenaire là-dedans, que si un VG vit des difficultés ou si on a à pourvoir à une candidature, est-ce que le vérificateur général du Québec peut aider dans ces choses-là? Donc, c'est toutes des pistes de solutions. Justement, en parlant du 2/3 des voix qui devraient techniquement être respectées, pourquoi il n'est pas respecté au Saguenay, cette règle-là? Et respecté à Saguenay, cette 2/3-là. En fait, ce qui est arrivé au dernier conseil municipal, c'est qu'il fallait que le 2/3 des voix votent pour ou contre la nomination. Et là, ce que les médias ont fait état, c'est que, bon, il y a un parti du maire qui est majoritaire, mais il y a aussi des indépendants que là, on ne savait pas trop de quel côté ils allaient voter. Et c'est clair que sur ces indépendants-là, la pression était très haute. Parce que là, c'était un peu de dire, est-ce que je suis indépendant? Est-ce que je suis le parti du maire? Donc, c'est un enjeu qui est beaucoup plus local, là. Si on regarde vraiment l'attitude du maire dans ce dossier-là, vous en pensez quoi? Bien, c'est très cocasse parce que quand il y a eu les fusions et l'obligation des municipalités d'avoir des vérificateurs généraux, le maire ne voulait pas nommer un vérificateur général 2002, 2003, 2004. Et à cette époque, le ministre Boisclair, le ministre des Affaires municipales et André Boisclair, et en chambre, il se fâche un peu et il rajoute un article de loi qui dit « Le ministre peut nommer un vérificateur général si la Ville ne le fait pas. » Et il a mis cet article-là dans la loi juste pour le maire. Et là, une décennie plus tard, on utilise cet article de loi-là et le pouvoir du ministre pour dire au maire, bien là, ça vous prend un vérificateur général indépendant. Donc, ça fait 20 ans qu'il dit que ça ne sert à rien, alors que c'est hautement important. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la centralisation. Pensez-vous qu'avoir un vérificateur général étranger, donc qui ne vient pas du Saguenay, impliquerait d'avoir une plus grande impartialité? Bien, le vérificateur général qui a été nommé, le vient de la région. Oui. La centralisation, je ne sais pas. Moi, je pense que l'important, c'est de ne pas avoir des liens directs avec la municipalité. Dans mes recommandations, entre autres, que je ferai en mémoire, je pense que personne ne peut être un vérificateur général, quelqu'un qui a été un employé de la Ville. Parce qu'inévitablement, c'est tes collègues. On est tous humains. On est tous humains. Fait qu'il y a des relations qu'on a entretenues, il y a des choses qu'on a faites, donc on se met dans une position qui est malaisante. Ça, pour moi, c'est clair que quand tu as déjà été employé de la Ville, tu ne peux pas être vérificateur général. Maintenant, que tu connaisses la région ou que tu ne la connaisses pas, je ne pense pas que ça peut influencer là, la crédibilité ou le jugement d'un vérificateur. M. Dufour, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean est incapable de subvenir à toutes les demandes. Sur les 3 500 reçus chaque mois, seulement 62 % sont comblés. L'organisme aurait besoin de 40 000 $ supplémentaires tous les ans pour être capable d'avoir 2 fois plus d'espace pour subvenir aux besoins criants de la population. Bernard Rambaud-Gauthier, qui est à la tête du Parti citoyen au pouvoir, aura un candidat à Saguenay. 3 personnes sont intéressées, mais aucun nom n'a encore été révélé. Il souhaiterait, entre autres, opérer un virage à 180 degrés à la politique, notamment en déstabilisant l'establishment et l'élite financière pour donner un pouvoir au peuple. Il présentera, en vue des prochaines élections, un programme qui touchera à toutes les plateformes, dont l'éducation. L'historien Gérard Bouchard a dénoncé ce matin, devant les membres du Cercle de presse de Saguenay, la montée du populisme en prenant comme exemple Donald Trump et Bernard Rambaud-Gauthier. Il a aussi déploré le cynisme envers les institutions fondamentales de la société. Derek Doherty y était. Une tendance longue, progressive. Le sociologue Gérard Bouchard dénonce ce qu'il trouve accablant, le fait que 2 Québécois sur 3 n'aient plus confiance envers les institutions fondamentales de la société. La langue de bois, là, ça, les gens en ont ras-le-bol de ça. Hein? Quand on a l'impression que c'est un fabricant d'images, là, puis un communicateur qui a choisi les mots, et puis que le politicien ou la politicienne essaie de répéter ça fidèlement, les gens décrochent, les gens n'ont pas envie d'écouter ça. C'est des fabricants d'images.
Il a notamment évoqué sa méfiance envers le syndicaliste nord-côtier Bernard Rambaud-Gauthier, qui a fondé cette semaine le Parti citoyen au pouvoir. Pour donner une voix aux Québécois qui n'en ont pas, pour réparer la politique, pour rendre la justice aux citoyens qui sont privés de leur part de richesse, etc. C'est ça le discours de Rambaud. Il est par ailleurs revenu sur la commission qu'il a coprésidée en se désolant du fait que les gouvernements successifs n'aient pas adopté de mesures concluantes sur les accommodements raisonnables. Alors, le PQ a profité du vide pour y aller, lui, de sa propre proposition, qui, à mon avis, était vraiment mauvaise. Ça aurait été mieux qu'il fasse rien. Mais en tout cas, comme il y avait un vide, il l'a rempli. L'initiative du PQ a échoué. On se retrouve devant un vide. Malgré la taille imposante des problèmes auxquels la société est confrontée, Gérard Bouchard reste confiant que les solutions sont à portée de main, quoiqu'il faut être pragmatique car beaucoup de travail reste à faire. Ici Derek Doherty, ATM Nouvelles, à Saguenay. Avec toute la controverse et le mécontentement entourant le programme des points Air Miles qui devait expirer à la fin de l'année, la publicité est au cœur de toutes les discussions. À l'heure où plus rien n'est privé avec les différents réseaux sociaux, être capable de déceler les rouages de la publi devient important. Marie-Pierre Leboeuf, quelle est la technique publicitaire derrière cette décision? Eh bien, Amélia, tout d'abord, il faut se rappeler que les consommateurs devaient perdre la totalité de leurs points Air Miles qu'ils avaient accumulés depuis les 5 dernières années, jusqu'à ce que, bien sûr, la compagnie revienne sur sa décision. Derrière toute cette histoire-là, on s'est rendu compte que la fidélisation est un prétexte pour aller chercher des informations personnelles sur les clients, pour dresser des portraits de ceux-ci et pour enfin donner de la publicité plus personnalisée. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça va très rapidement et il suffit d'aller sur un site de lunettes, par exemple, et le lendemain sur Facebook, qu'est-ce qu'on va voir? Une publicité de lunettes. Donc, la publicité, on en reçoit constamment, on est bombardé de publicité et ça donne l'impression que l'humain est un produit. Il faut se dire, c'est très facile pour les entreprises de transformer un envie en besoin. Et pourquoi est-ce important de conscientiser la population sur les différentes démarches publicitaires? Myriam Segal a tenu une conférence à ce sujet cet après-midi au Parvis Jonquière et selon elle, on devient des esclaves de la publicité. Voici ce qu'elle avait à dire. D'une part parce qu'on est inondé de publicité et qu'il faut apprendre ce qui est bon puis ce qui est mauvais là-dedans. Il faut aussi apprendre à s'en défendre un petit peu, à se poser des questions. Qu'est-ce qui est mon envie? Qu'est-ce qui est mon besoin? Comment je fais pour me démêler dans cette jungle? On parle beaucoup de publicité, mais quelles sont les techniques pour approcher les gens? Il faut comprendre que la publicité repose sur un principe d'émetteur-récepteur. Donc, les grandes compagnies vont passer par les émotions pour créer un besoin. Plus scientifiquement, ils vont passer par l'hémisphère droit du cerveau, donc celui qui est davantage émotionnel, instinctif, et on va faire complètement abstraction de l'hémisphère gauche qui, lui, est davantage rationnel. Donc, justement, à ce sujet, Myriam Segal avait un conseil à donner. D'autre part, il faut se poser la question sur tout ce qu'on dévoile de nous sur Facebook, qui est autant d'outils pour que les publicitaires puissent nous cibler et nous atteindre très précisément. Madame Segal a tenu, durant sa conférence, à mentionner à quel point les moyens de communication changent, que la publicité est de plus en plus personnalisée et qu'il faut y faire attention, il faut être vigilant et même que dans les prochains mois, ce sera les câblo-distributeurs qui seront en mesure de savoir quelles sont les émissions qu'on enregistre. Donc, ils pourront mettre de la publicité qui est davantage personnalisée. Donc, il faut faire attention, même que les campagnes électorales vont utiliser des informations sur Facebook. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Plus de 52 entreprises ont pu suivre un programme de formation coaching en développement durable. C'est le bilan que l'organisme PME Durable 02 a dressé pour sa première année d'activité. Ce sont environ 500 gestionnaires de différents millions qui ont assisté à cette conférence ou activité d'information sur ce thème. L'entreprise a développé 3 programmes sectoriels, un pour le tourisme, un pour la culture et un autre pour la transformation alimentaire. Les maires de Saint-Félicien et de Roberval, Gilles Potvin et Guy Larouche pensent que les MRC de Maria-Chapdelaine et de Domaine-du-Roi devraient fusionner.
Selon eux, elles auraient un meilleur contrepoids avec Saguenay. Les maires de Dolbeau-Mistassini et de Normandin, Richard Hébert et Mario Fortin, ne sont pas d'accord et doutent de l'efficacité de cette fusion. Quant à la préfète de la MRC du domaine du Roi, Ghislaine Hudon, elle affirme qu'elle n'a pas d'opinion à ce sujet. François Morancy, François Mascotte et Louis T seront du nombre des humoristes de la deuxième édition du Festi-Rire. Le festival élargit ses horizons et tiendra ses 5 activités dans 5 restaurants-bars du centre-ville de Jonquière. Les organisateurs ont dévoilé en conférence de presse ce matin la programmation de leur festival d'humour rassemblant des humoristes professionnels et ceux de la relève. Jonathan Thibault, qui seront les autres humoristes? Eh bien, à Amélia, il y a plusieurs humoristes qui sont invités. Par exemple, en cabaret, il y a évidemment Louis T, François Williams, Maude Landry et Sam Breton qui seront dans différents cabarets du centre-ville de Jonquière. Et en samedi, en soirée, le 25 février prochain, il y aura un grand spectacle avec François Morancy et François Massicotte. Donc, les organisateurs prévoient avoir un festival haut en couleurs qui satisfera tout le monde et qui pourra également marier les artistes de la relève et les artistes professionnels. La Corporation du centre-ville de Jonquière est partenaire du projet. Quelle en est son implication? En fait, l'implication de Centre-Ville de Jonquière, c'est nouveau cette année pour le Festi-Rire. Ils sont impliqués dans la logistique et la mise en contact avec les commerçants du centre-ville. Donc, ils ont permis d'organiser plusieurs aspects. On écoute le président Maximilien Bouchard. On est rentré en contact avec les différents bars de la rue Saint-Dominique, puis on a organisé les activités. C'est les étudiants du cégep qui ont choisi les humoristes, puis nous, on est allés les placer. Et qu'est-ce qui a permis au festival de se propulser? Eh bien, le festival a reçu 2 prix prestigieux. Un du défi Ose entreprendre, l'ancien concours québécois en entrepreneuriat, et un du concours, en fait, c'est un concours de l'ACEE, l'Association des clubs entrepreneurs et étudiants du Québec. Donc, ça leur a permis de se propulser et également se mettre en visibilité un peu partout au Québec. D'ailleurs, ils étaient dans le journal Les Affaires tout récemment. Ils s'en sont très fiers et ils profitent de la vague pour publiciter leur événement. Et rapidement, est-ce que les cabarets d'humour sont gratuits? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que les cabarets d'humour sont gratuits? Eh bien, les cabarets de l'humour sont gratuits, sauf le cabaret du samedi soir, qui c'est 35 $ en pré-vente sur le réseau Ovation. Merci beaucoup, Jonathan. Je vous en prie. Des librairies du Saguenay participeront à l'événement Les auteurs 100 balles qui rassemblera différents auteurs les 17 et 18 décembre prochains. Ils aballeront des cadeaux afin d'amasser des fonds pour l'organisme La Lecture en cadeau qui aide les enfants défavorisés à avoir de nouveaux livres. Ma collègue Laurence Desbiens s'est entretenue avec le propriétaire de la librairie Marie-Laura Maximilien Bouchard. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, Laurence. Donc, qui organise l'événement de ce week-end? Ce week-end, c'est organisé par l'ALQ, l'Association des libraires du Québec. C'est à la grandeur de la province. Puis c'est eux qui ont lancé le projet là, il y a 3 ans, des auteurs 100 balles. Qui sont les auteurs qui seront invités à votre librairie? Oui, pour nous, à la librairie Marie-Laura, on commence samedi avec Danny Côté, qui est un résident de Kinogami. C'est un historien. Il a fait paraître un livre tout récemment sur l'histoire des villes industrielles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment quelqu'un qui est super bon avec le public et qui est excitant à rencontrer. Ensuite, pour la journée, samedi aussi, il y a Stéphanie Tétrault qui va se joindre à nous. C'est une auteure d'un roman qui s'appelle La protégée de l'apothicaire, qui est une fille de Jonquière aussi, vraiment agréable. Puis, pour la journée de dimanche, c'est Stéphanie Gervais, une auteure jeunesse de Jonquière aussi. Et pourquoi avez-vous décidé de participer à l'activité? Nous, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, le projet de la lecture en cadeau. On est vraiment très proche de ça. On participe à la lecture en cadeau depuis quand même assez longtemps, depuis les tout débuts. Puis, nous, on a décidé de participer aussi parce qu'on aime ça, faire des activités à la librairie, puis mettre les auteurs en valeur, puis permettre aussi que la librairie devienne un lieu d'échange entre les auteurs puis les lecteurs. Est-ce qu'il y a des partenaires qui vont vous aider lors de cet événement-là? Lors de l'événement à la grandeur du Québec, il y a la Banque TD qui est vraiment très généreuse puis qui vient doubler les dons qui sont ramassés cette journée-là. Et qu'est-ce que c'est la lecture en cadeau? La lecture en cadeau, c'est un projet qui a commencé en 1998.
c'était dans l'idée d'aider les jeunes qui sont plus défavorisés à posséder un livre. Parce que c'est facile d'être en contact avec des livres. Il y a des livres à la bibliothèque, on se fait donner des livres de temps en temps qui sont peut-être plus vieux, défraîchis. Mais avoir un livre neuf à soi, c'est vraiment une expérience pour les jeunes particulière. Puis, l'idée de la lecture en cadeau, c'était que les gens donnent des dons, puis qu'un livre soit redistribué à un enfant dans le besoin. Et puis, combien y a-t-il de librairies qui participent à cet événement-là? Cette année, il y en a 37. Puis, il y en a qui s'ajoutent un peu à tous les jours, si on veut. Ça fait que d'ici 2 semaines, on va peut-être atteindre les 50 librairies. Et comment les gens font pour donner des dons à cet événement-là? En librairie, dans le fond, la manière dont ça va procéder, c'est que les auteurs vont être présents puis ils vont emballer les livres qui sont pour être donnés en cadeau. Ça, ils vont le faire gratuitement. Mais là, on va demander aux clients de contribuer monétairement dans une petite caisse qu'on a ramassée à cet endroit-là. Puis on va aussi inviter les gens à acheter un livre puis à donner un livre neuf à un jeune défavorisé. Puis ce qui est intéressant avec le fait de donner un livre, c'est qu'il y a une petite carte postale qu'on remplit avec son adresse. Puis le jeune, quand il reçoit ce livre-là, bien, il peut remercier, si on veut, le donateur par le biais de cette carte postale-là. Et comment fonctionne la collecte des livres? Les livres, dans le fond, nous, on a une grande boîte à la librairie où est-ce qu'on met tous les livres dans des sacs vraiment protégés. Comme je vous dis, avec la petite carte postale adressée à la personne qui a fait le don. C'est Nationex aussi, qui est un partenaire de la lecture en cadeau, qui ramasse gratuitement la boîte, une compagnie de transport. Tous les livres sont amenés à Montréal où est-ce qu'ils sont triés pour être sûr que c'est des livres adéquats, puis ils sont classés au niveau de l'âge. Puis par la suite, c'est environ au mois de mai que les livres reviennent partout au Québec. Puis la manière dont ils procèdent, c'est, disons qu'au Saguenay, on donne 2000 livres. 2000 livres qu'on a collectés pour la lecture en cadeau. Il va y avoir 2000 livres qui vont revenir. Ce ne sera peut-être pas les mêmes livres qui vont être donnés, sauf qu'ils vont être donnés en fonction de l'âge de l'enfant. Puis ça, il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus pour identifier l'âge du livre puis que l'enfant a un livre qui convient à son âge. Et puis, pensez-vous que le fait de recevoir des auteurs à la librairie, ça va inciter les gens à venir? Oui, c'est vraiment des auteurs. C'est des auteurs qui sont bien appréciés. Puis c'est quand même une expérience tout le temps enrichissante de rencontrer un auteur puis de se rendre compte que de voir un peu qu'est-ce qui se passe en arrière de l'écriture, de rencontrer la personne en arrière de l'écriture. Où est-ce qu'on peut se rendre et à quel moment ça va se passer? Alors, c'est samedi le 17 et dimanche le 18 décembre. Ça se passe à la librairie Marie-Laurent. Ça va être de 13h à 15h, les 2 jours. Puis on a juste à se présenter en librairie. Puis déjà samedi, c'est une fin de semaine de Noël. Ça va être assez achalandé. L'ambiance est très festive. Fait que là, nous, on est là pour vous accueillir. Merci beaucoup, M. Bouchard. De rien, Laurent, ça m'a fait plaisir. La route 155 sera complètement déneigée de Latuc à Roberval. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Transports, Laurent Lessard. Cette décision survient après la rencontre entre les maires des municipalités concernées avec le premier ministre Philippe Couillard. Le ministre Lessard a aussi fait des heureux en mentionnant que le tronçon entre le lac Bouchette et Roberval sera mieux déneigé, passant du niveau 2 au niveau 1. L'ex-directrice de la traversée internationale du lac Saint-Jean, Louise Julie Brassard, poursuit l'entreprise pour 78 000 $. Elle réclame cette somme pour ne pas avoir été avertie dans un délai de 60 jours du non-renouvellement de son contrat, comme l'entente le prévoyait. Les 78 000 $ représentent le salaire qu'elle aurait dû avoir jusqu'au 31 octobre 2016. L'auteur jeunesse Maxime Roussy a été reconnu coupable hier au Palais de justice de Montréal d'agression sexuelle armée, de leurre informatique et de d'autres accusations à caractère sexuel sur une mineure. Le Chicoutimier faisait face à 11 chefs d'accusation pour des gestes commis sur une jeune admiratrice âgée de 14 ans. Il risque donc une peine maximale de 14 ans. Les Saguenayens de Chicoutimi reprendront l'action ce soir alors qu'ils accueilleront le Phoenix de Sherbrooke. La troupe chicoutimienne tentera de profiter de la visite des Estriens pour revenir sur le sentier de la victoire, elle qui a subi 2 défaites la semaine dernière contre Halifax et Bécomo.
Pierre-Olivier Poulain, les Sags ne devront pas tomber dans le piège du classement. Effectivement, Amélia, un piège qui a souvent fait mal aux Saguenayens au cours de la présente saison. Le Phoenix de Sherbrooke trône au 17e rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, donc serait dans une place qui les éliminerait des séries éliminatoires si elle commençait ce soir. Avec 9 points de retard sur les Sags, le Phoenix s'amène avec pleine confiance, malgré le fait qu'ils aient perdu 8 de leurs 10 derniers matchs. Donc, c'est vraiment un piège à éviter chez la troupe de Yannick Jean. J'ai parlé ce matin avec Frédéric Allard, le défenseur des Saguenay. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Je pense que la deuxième période, la troisième période de dimanche, il faut bâtir là-dessus. On les a mangés complètement en zone offensive. Il faut faire des ajustements en zone défensive. Puis, comme j'ai dit, il faut sortir prêt et être prêt à toute éventualité à soir. Yes. Allez-y, Amélia. Allez-y. Donc, vraiment, c'est vraiment un piège à éviter, comme je le rappelle, chez les Sags. Donc, c'est vraiment un test pour la continuité des choses. Et est-ce une autre semaine chargée pour nos Sags? Eh bien oui, Amélia, vendredi dernier, les Saguenayens ont commencé une grosse séquence éreintante qui se déroulera tout le long des fêtes. Les Saguenayens qui jouent une séquence de 12 matchs en 22 soirs. Cette semaine, ça ne sera pas de tout repos également, puisque les Saguenayens, en plus du match ce soir, joueront 2 autres matchs vendredi et samedi contre les Voltigeurs de Drummondville. Connaissent-ils beaucoup de succès contre Sherbrooke? Eh bien, les Saguenayens de Chicoutimi sont vraiment la bête noire du Phoenix de Sherbrooke. La troupe saguenayenne a remporté les 6 derniers matchs contre ses rivaux estriens. En plus d'un balayage de 4 matchs la saison dernière, les Saguenayens ont remporté 2 matchs cette saison. Fait à noter, par exemple, les 2 victoires des Saguenayens se sont distancées par juste un but en temps supplémentaire, donc rien n'est gagné pour les Sags. Et quel est le dernier bilan au niveau des blessures? Eh bien, Jean-François Jolin est celui qui remplacera Yannick Jean ce soir, comptera sur un alignement complet puisque l'attaquant Ryan Verbeek qui effectuera un retour au jeu, lui qui a manqué le dernier match contre Bécomo suite à une blessure à l'épaule. Voici ce que l'Ontarien avait à dire sur sa blessure. I won't have any problem with my shoulder. I'll just play like I do every night. I'm not going to let that get to my head. It's just a mental thing. I won't let it bother me. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Ça m'a fait plaisir, Amélia. Et à la météo, Félix, on prévoit de la neige pour ce soir et cette nuit? En effet, Amélia, ce soir, des accumulations de 2 cm à Saguenay, vent de 20 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h, mais tout ça devrait ralentir vers minuit. On parle d'un minimum de moins 5 degrés Celsius, donc ça pourrait être glissant sur les routes. Soyez prudents. Demain, à Saguenay, nuageux avec des averses de neige, des accumulations de 2 à 4 cm. Un maximum de moins 2. Maintenant, à Roberval, ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Des vents d'environ 20 km/h, un minimum de moins 6. Demain, généralement nuageux, toujours 60 % de probabilité d'averse de neige, un maximum de moins 2. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi la guignolée des médias. Les membres des médias seront au coin des principales artères. Alors, soyez généreux, donnez en grand nombre, il n'y a pas de petits montants. Tous les dons sont importants. Soyez généreux et donnez en grand nombre. À vous, Amélia. Merci beaucoup du rappel, Félix. Quant à vous, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Au revoir.